Erev Tov les Koulam. Alors, avant toute chose, d'abord on va commencer par remercier bien évidemment le Rav Sharfitoussi qui nous met à la disposition la synagogue. Et on prend beaucoup en considération, c'est vraiment très gentil de sa part. Et on va commencer donc la première conférence enregistrée, Lech Lecha, qui va nous parler donc de la paracha de la semaine. Et donc impossible de comprendre la paracha de cette semaine, la paracha de Balak, sans comprendre la paracha de Hokat. C'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez que certaines années, Hokat et Balak sont jumelés. En réalité, ce qu'on va voir ce soir, c'est que pour comprendre Balak, il faut vraiment approfondir la paracha qu'on a eue la semaine dernière. Ceux qui sont sur le groupe Lech Lecha, ils ont vu que la semaine dernière, on a fait une très courte intervention sur Hokat. On ne voulait pas trop long rallonger là-dessus parce qu'on voulait vraiment garder pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses à voir sur Hokat. J'espère que vous avez mangé avant. Je vais parler pendant 2 plombes. Voilà, que vous sachiez, on est là pour 4 heures, sans entracte. Non, ça sera beaucoup plus long. On y va. Dans la paracha de Hokat, on a différents sujets qui n'ont apparemment absolument rien à voir les uns avec l'autre. D'abord, on nous parle de la vache rousse. Ensuite, on nous parle de la mort de Myriam. Ensuite, on a le manque d'eau. Le peuple n'a plus de quoi boire. On a Moshe qui frappe avec le bâton le rocher. On a les envois de messagers au roi de Édom. On a la mort d'Aaron. On a l'attaque du roi cananéen et la capture d'une servante. On a la guerre contre ce même roi. Une plainte encore une fois de la part du peuple qu'il n'y a pas d'eau et de pain. L'attaque des serpents. On a eu des cobras qui ont attaqué le peuple. La prière de Moshe qui ne suffit pas. Ceux qui sont sur le groupe d'ailleurs, on avait expliqué, on avait fait une vignette pourquoi la prière de Moshe n'a pas suffi. Ce ne sera pas le cours de ce soir. On a la chanson du peuple d'Israël qui chante Az Yashir Israël, pour ceux qui l'avaient remarqué. Et on a la victoire contre Sichon et Og, donc les 2 plus grandes puissances du Moyen-Orient de l'époque. Alors quel est le rapport entre tous ces sujets? Pour comprendre le lien qu'il y a entre tous ces sujets, on ne peut pas ne pas parler du Mashiach. Alors ça ne sera pas du tout le sujet du cours, mais comme ça fait partie de la paracha de Hokat, de manière totalement dévoilée, pour pouvoir comprendre cette paracha, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Mashiach. On a, comme vous le savez, une vidéo qui est en train de se préparer sur cette notion-là, qui sera assez longue. On va juste effleurer le sujet et on va parler du Rav Kook. Le Rav Kook, dans son livre Midbar Shur, le Midbar Shur c'est le désert de Shur, il nous explique que Yitzhak Avinu, lorsqu'il était sur le point de faire la bracha, il devait laisser un héritage à ses enfants, il a choisi Esav. C'est pas qu'il n'avait pas le choix parce que c'était le premier-né. Le Rav Kook va nous enseigner que Yitzhak, il fait un choix délibéré parce que celui en qui il croit pour l'avenir de l'humanité, ce n'est pas Yaakov, c'est Esav. Je vais vous le lire dans le texte. Donc c'est le Rav Kook, Midbar Shur. Remez advarim kachem. Des enoda lakol, les filles d'At Yitzhak, chez Esav, Raoui Levracha. Entre Yaakov et Esav, celui qui était le plus méritant, d'après Yitzhak, c'est Esav. Ce n'est pas Yaakov. Mais Kol Makom, Yada Sheno Bemadregat Yaakov Klal. Même s'il savait que Esav n'avait pas les valeurs morales de Yaakov. Share Ra et Yaakov Yoshev Oalim, Ve'ogeba Torah. Yaakov, c'est comme quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'instruit, qui avait une valeur morale apparemment supérieure à Esav. Vezé, c'est qui c'est Esav, osek bedvarim artzim. Mais par contre, lui, Esav,
il s'occupait de choses artsi'im, il s'occupait de politique, il s'occupait de choses terrestres. Al ken chashav levarech et Esav beshlemut haenoshut. C'est-à-dire que pour Yitzhak Avinu, et en réalité on va comprendre aujourd'hui que c'est pour le judaïsme tout entier, le Mashiach, c'est politique, c'est s'engager, c'est changer le monde. Après avoir fait ce travail, bien évidemment intellectuel, de réflexion qui nous permet de comprendre les choses, il faut s'engager. Il faut maintenant changer le monde. Oh, Baruch haba. Très en retard. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr. Masechet Avot, Perek Aleph, Mishnah Yud Zayin. Lo ha-midrash hu ha-ikar. Et la ha-maaseh. Très très important d'étudier. Évidemment. Mais le ikar, c'est le maaseh, nous dit la Mishnah. Écoutez bien ce que dit le Rambam. Mishaya osek betalmud Torah ve'higia zman tfila. Quelqu'un qui est en train d'étudier Torah. Et c'est l'heure de Mincha, c'est l'heure de Harvit. Posek, il arrête d'étudier. Il ferme le livre, va faire Mincha, va faire Harvit. Ve'im hayta torato umanuto, ve'eno ose melacha klal. Maintenant, on parle d'un homme, torato umanuto, qui n'a pas de parnassa, qui passe sa vie à étudier. Ve'ya osek batorah bishat filato, et non posek. S'il était en train d'étudier, et il s'est aperçu que finalement la tfila est arrivée, bon, il continue à étudier. V'chol ha-osek betzorkei rabim ki-osek bedivrei Torah. Je répète. V'chol ha-osek betzorkei rabim ki-osek bedivrei Torah. Quelqu'un qui, comme le Rav Asher fait aussi, qui s'occupe de tzorkei rabim, qui s'occupe de la communauté, quelqu'un qui agit dans ce monde, le Shem Shamaim bien sûr, quelqu'un qui s'occupe, quelqu'un qui est là pour se soucier. La tfila arrive, j'ai des choses plus importantes à faire. Le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, a osek betzorkei rabim gadol milomed Torah. C'est-à-dire quand vous avez un ministre qui est en train de faire une réunion avec ses collègues, on attaque Gaza, on n'attaque pas Gaza. Est-ce qu'on vote pour cette réforme? Est-ce qu'on ne vote pas pour cette réforme? Est-ce que le Bitor Halomi va pouvoir permettre aux handicapés de s'en sortir ce mois-là ou pas? Ah, mais c'est Mincha là. Plus tard Mincha. Si on attend, on le fera. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est comme avait appelé le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsque Israël s'occupe de politique, c'est là où il pratique la Torah. C'est ça la pratique de la Torah. Quand on parle de Mashiach, quand on parle de Meshiachisme, on entend souvent parler de Or LaGoïm. On dit voilà, l'objectif c'est d'arriver à Or LaGoïm. Alors je vais traduire. Or LaGoïm, la lumière pour les peuples. Pas la lumière des peuples. Hein, les chevilles elles gonflent, mais quand même, la lumière pour les peuples. Mais je pense que c'est mal comprendre ce que veut dire vraiment ce mot. Le Rambam il est clair. En ben yimot העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. L'objectif d'Israël, ceux qui sont sur la Khlecha le savent parce qu'on le répète sans arrêt, c'est de devenir, il ne faut pas avoir peur de le dire, la première puissance mondiale. C'est ça, Or LaGoïm. La plus grande armée du monde. On ne devrait pas attendre l'autorisation de Trump. La plus grande économie du monde. La devise internationale, ça ne devra plus être le dollar. Ça doit être le shekel. La langue internationale, ça ne doit plus être l'anglais. Ça doit être l'hébreu. Ça nous paraît dingue aujourd'hui. On se dit, mais de quoi il parle? Ça paraît fou. Et c'est ça, Mashiach. C'est ça, Shebud Malchuyot. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais Mashiach, non, oui, on l'espère, mais il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail.
J'ai dit, on fera pas un cours sur le Mashiach ce soir. Je donne comme ça une virgule. Mashiach, le fait que le peuple juif redevienne béni Bechori Israël, l'aîné de la famille, ça incombe de devenir les meilleurs, les numéros 1, les number 1, dans tout. Dans tout. Je vais peut-être vous choquer. On ne parle pas que de militaire et d'économie. On parle aussi de culture. On parle aussi de cinéma, de musique, de gastronomie. Eh oui, on va le voir. C'est ça le Chamor Lavan. C'est ça l'âne blanc sur lequel est le Mashiach. Parce que avant 48, la matière a possession de nous, elle nous empêche d'évoluer, mais après 48, elle nous permet d'évoluer. C'est un tremplin. Quand on fait la Havdalah, on dit la Havdil ben Kodesh lechol. Donc, si Motzei Shabbat, je suis Mavdil entre le Kodesh et le Chol, pour ceux qui ne comprennent pas, je fais la différence entre le Kodesh et le Chol, ça sous-entend bien que pendant Shabbat, il n'y a pas de différence entre le Kodesh et le Chol. Comment ça s'appelle, nous dit le Rav Kook? Quand il y a un mariage entre le Kodesh et le Chol, ça s'appelle Kodesh Kodashim. C'est-à-dire, je suis à ma table de Shabbat, on est vendredi soir, je mange, je fais quelque chose de matériel. Je ne suis pas forcément en train d'étudier. Je suis en train de manger. C'est Kodesh Kodashim. Pourtant, c'est matériel. C'est ça, la halot nitzotzot shel kedusha. Maintenant, on va comprendre Chukat. Parce qu'on est en train de parler de Chukat. Comment, finalement, Yitzhak accepte de donner la bénédiction à Yaakov? Il va dire une phrase. Qu'est-ce qu'il va dire? Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esau. Là, à partir du moment où nous avons réussi cette perfection entre la morale, l'intellect, la philosophie, on est des gens sages, on est des gens intelligents, on est des gens moraux. Mais nous sommes aussi des gens d'action. Yadaim yedei Esau. Là, tu peux recevoir les brachot. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov pour recevoir cette bracha? Il va enfiler le costume de Esav. Il va mettre des peaux de bête. Il va se transformer en Esav. Eh bien, toute la paracha de la semaine dernière va nous montrer comment, de manière non plus micro mais macro, de la même manière que Yaakov prend les vêtements de Esav, la semaine dernière, Israël prend le rôle de Esav. Le rôle. Pas le comportement, le rôle. On recommence. On s'asperge avec la vache rousse. Ça veut dire quoi s'asperger avec la vache rousse? Le rouge, le sang, la vie, sanguin. On s'asperge dessus. Et c'est ce qui nous permet de réparer celui qui est tamé, met, celui qui a sur lui la mort. La vache rousse, elle redonne la vie. On va confronter le roi de Édom. Bon, ça c'est évident, j'ai pas besoin d'expliquer. Yaakov qui va confronter Esav. Et c'est pour ça qu'on va dire dans la paracha la semaine dernière, Vaishlach Malachim, qui nous rappelle la paracha de Vaishlach Yaakov Malachim et Esav. Ensuite, on va faire la guerre au roi de Canaan. Quel rapport avec Esav cette fois? Eh ben, c'est pareil. Qu'est-ce que nous dit Rashi? C'était qui en fait, ce roi cananéen? C'était un Amalécite. Il s'est fait passer pour un Cananéen. Et c'est qui Amalek? C'est le petit-fils de Esav. On est encore dans le Esav. Pourquoi est-ce que Amalek nous attaque maintenant? Pourquoi lorsqu'on traverse la mer, on est attaqué par Amalek? Mais parce que les États-Unis sont très très gentils avec nous. Tant qu'on écoute ce qu'ils nous disent. Tant qu'Israël fait ce que je lui dis, la coopération elle est totale. Mais tu veux maintenant devenir la première puissance mondiale? Non. Alors, je sais qu'on est très en avance sur notre temps, on n'y est pas encore là. Mais vous verrez, c'est inévitable. Dans les décennies à venir, si aujourd'hui nous sommes côte à côte, un jour viendra où Israël dira « Mechila, mais la première puissance mondiale, ça doit être moi. C'est moi qui dois être au devant de la scène. »
pour le bien de l'humanité, pour devenir hors la goïm. Et ça, avec toute l'amitié que peut avoir aujourd'hui les États-Unis avec nous, ça va être compliqué. Ça va pas être facile du tout. La pilule va être très difficile à avaler. Et le roi de Édom, il voit que Israël met maintenant les vêtements de Esav. Il va accomplir sa destinée. Anilo Maskim. Non, pas du tout. Il est fou, lui. Le numéro 1, c'est moi. Je te protège, Israël, t'inquiète pas. Non, mais c'est gentil. Mais j'ai plus besoin. Ensuite, on va parler de la Shira. Donc, dans la paracha 4, les Bnei Israël vont chanter. Mais ça va être très différent de ce qu'on a l'habitude. Si je vous dis Az Yashir, Moshe. Et là, Az Yashir, Israël. Ah, Rachid demande. Moshe, il s'est dit, ils m'ont déjà enterré, je suis encore là, hein. Comment ça, Az Yashir Moshe? Non. Az Yashir, Israël. À quel moment on a chanté? Quand on a traversé la mer. C'est une préfiguration de quoi cette histoire? On traverse la mer et on va rencontrer Amalek. Ça vous rappelle quoi? Eh bien, encore une fois, ça nous rappelle Yaakov Avinu. Avant de rencontrer son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser un fleuve. Et lorsqu'il va traverser ce fleuve, il va combattre qui? L'ange de Esav. Et lorsqu'il traverse ce fleuve, et lorsqu'il va combattre l'ange de Esav, que va lui dire l'ange? Shimcha lo yikare od Yaakov, Kim, Israël. C'est l'ange de Esav qui accepte la suprématie de Yaakov, de ce Yaakov qui devient maintenant la première puissance, et qui lui dit c'est fini Yaakov. Maintenant c'est Israël. Pourquoi Israël il lui dit? Ki sarita im Elokim. Parce que tu as combattu les puissants. Qui sarita, Israël, sarim. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on va chanter la semaine dernière? Be'er, hafarua sarim. Le puits que les puissants ont creusé. La semaine dernière, on a changé de dimension. On est devenu quelque chose que les grandes puissances du monde ne sont pas prêts à accepter. On a le Nachash. On a l'histoire du serpent après. Donc quel rapport avec Esav cette fois? Bon, on connaît le Midrash. On sait que le Nachash, d'après le Mekoubalim, ça fait référence à Esav, à la Sitra Achra, etc. Mais on va aller plus profond que ça. Le Nachash, là on va dire quelque chose qui va peut-être être nouveau pour beaucoup de gens. Mais on dit que le Nachash, il était haroum. Il était nu. Qui sait encore qui était nu à l'époque du Nachash? Les Mekoubalim nous disent le Nachash, c'est Adam. On va pas rentrer en profondeur là-dedans. Pas ce soir. Le Nachash, c'est le Yetzer Hara de l'homme. Donc c'est l'homme lui-même. C'est pour ça que les deux sont Harumim. Mais le Nachash Akadmon, le vrai Nachash, le roi des animaux de l'époque, c'est quoi sa gematria du mot Nachash? Mashiach. C'est pour ça que Nachash qui ressemble à Adam, parce que Adam ça nous rappelle quoi comme couleur? Adam, Edom. Le Nachash, quand il fait ce qu'il faut, il est Mashiach. Quand il fait pas ce qu'il faut, il détruit le monde. Donc on a tous les symboles de notre paracha. Maintenant on a la mort de Myriam et de Aaron. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a apporté Myriam au peuple? Le puits. Elle a apporté l'eau. Ça vous rappelle qui ça dans la vie de Esav? Quelqu'un qui a apporté de l'eau. Quelle femme a apporté de l'eau dans la vie de Esav? Rivka, sa mère. Sa mère qui ne peut pas supporter de voir ce que son fils est devenu et qui meurt de manière très très discrète. On sait à peine si, d'ailleurs c'est écrit dans la Torah, Vatamot Devora, Mineket. Dévora. Et les Chachamim nous disent, on parle de Dévora, la nourrice qui est morte, mais en réalité on voulait parler de Rivka. Mais on voulait pas dire que Rivka est morte. Écoutez bien, pour pas que la population dise, ah enfin, la femme qui a mis
ce monstre au monde, enfin, est morte. Donc on a caché la mort de Rivka. Mais Rivka qui apporte l'eau à Eliezer, Myriam qui apporte l'eau à Israël, elle meurt. On va comprendre est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Il y a une autre personne qui meurt. Il y a Aaron qui meurt. Et Aaron, c'est quoi? C'est Chesed. Et ça vous rappelle qui le Chesed à l'époque de Esav? Abraham. Il meurt quand, Abraham? Il meurt le jour où Esav arrive à sa bar mitzvah. C'est un midrash. Parce que avant d'arriver à sa bar mitzvah, Esav, c'était le chouchou de la famille. C'était le tzaddik de la famille. C'était celui qui a tué Nimrod à 13 ans. C'est-à-dire que tout ce que Abraham Abraham n'a pas réussi à faire en 100 et quelques années. Combien de temps il a vécu, Abraham? 175 ans. Merci. Heureusement. Esav, qui a toute la sagesse de son grand-père, mais qui a la force du rouge. C'est qui t'embêtait, dis-moi? J'arrive, je vais m'en occuper. Lorsque Esav tue Nimrod, qui était le Nachash de sa génération, qu'est-ce qu'il se dit, Esav? Il se dit, ça y est, la rédemption est arrivée, j'ai détruit le mal. Donc ça y est, Mashiach, champagne, c'est bon. Il s'aperçoit que quoi? Avraham Avinu meurt. Avraham meurt. Ben alors, ça ne servait à rien tout ça. Et c'est la mort d'Avraham qui va précipiter la chute de Esav. Il est découragé. Il se dit tout ça ne servait à rien. J'ai rien gagné à faire tout ça. La mort de Myriam et la mort de Aaron, on va le voir dans la paracha semaine dernière d'un côté positif, c'est qu'en réalité, Am Israël est arrivé à un stade où il n'a pas trop besoin de bonté, de générosité. C'est pas le moment. Là, on est comme nous dit le Rav Kook, et ça va être un peu dur à entendre pour nous d'anciens occidentaux. Il va parler de la Midat Achzariyut. Le Rav Kook va parler de la Midat Achzariyut. Comment on dit une Mida? La vertu de la cruauté. Ah, c'est pas l'habitude de ce genre de discours. Le Rav Kook il dit, quand vous avez en face de vous des loups, il faut savoir être un loup. Parce que si vous avez un discours humaniste face à des gens qui éventrent des femmes enceintes, c'est vous qui allez vous faire bouffer. Je ne sais plus qui a dit, c'est pas un juif qui a dit ça. Il a dit oui, les prophètes ont dit que un jour viendra le loup et l'agneau cohabiteront ensemble, mais même à cette époque-là, je préférais quand même être un loup. Je ne sais plus qui a dit ça. Le Rav Kook, il dit, il y a des moments où nos ennemis ne nous laissent pas le choix que de développer une sorte de cruauté pour faire peur. Les manières ouveiraou pour dire, laissez-moi tranquille parce que je vais éclater. Vaut mieux, laissez-moi tranquille. Et donc Myriam et Aaron ne supportent pas, ont du mal avec ce nouvel Israël et ils quittent ce monde. Maintenant, on va comprendre aussi la faute de Moshe. Moshe, il frappe le rocher. Parce qu'il a en face de lui un Séla. Il a en face de lui un roc. C'est plus du tout le Israël qu'il a connu. C'est une nouvelle génération, puisque l'ancienne, elle est morte dans le désert. Il a devant lui maintenant des Giborim, des Arayot, des Ram Kelavi. Il n'a plus du tout la même génération. Il est face à un Séla, il est face à un roc, et il frappe. 2 fois. Et quand je me lui dit, tu t'es trompé de génération. Cette génération-là qui est pleine de vie, oui, elle paraît insolente, elle paraît grossière comme ça. Mais elle ne fonctionnera pas avec le bâton. Elle, il faut un autre discours. Bien sûr, on ne met pas de côté l'éducation, mais pas le bâton pour cette génération-là. Parce qu'au contraire, elle va se révolter contre toi. Tu vas l'empêcher d'accomplir sa mission. Moshe comprend qu'il n'est plus apte à gérer ce truc qu'il a en face de lui. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas cet Israël-là. Il doit laisser sa place à Yehoshua, qui lui est... On a parlé du fait qu'il se plaigne aussi d'avoir la manne. Il trouve ça, il trouve ça trop
trop fin, trop... Non, pas fade forcément, mais très léger. Bah, parce que... faut de la viande là, il faut... Ah, je peux plus. Ah bah oui, on est obligé. Voilà pour la parachat Roukat. Ça veut dire qu'il faut du Esav. Ça veut dire qu'il faut utiliser Esav. Il ne faut pas qu'on devienne comme lui. Parce que, quelle est la différence entre nous et Esav? C'est merci pour cette remarque. C'est que Esav, il utilise toute cette vivacité, toute cette force pour son plaisir personnel. Nous, on ne l'utilise que pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit Elior, Chochma b'goyim ta'amin. Il y a du bon à prendre chez les goyim. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui aurait dû nous appartenir en réalité. Si on voit tous nos patriarches, étaient tous des guerriers. On a cette image du tzaddik qui prie toute la journée, mais Avraham, il fait des guerres. Yaakov, il fait des guerres. Moshe, il fait des guerres. Ils font tous des guerres. Le seul qui s'est un peu enfui, c'est Yitzhak. Il n'avait pas besoin de faire la guerre, son fils le faisait pour lui. C'est lui qui cassait la tête à tout le monde. Mais la shrina, elle ne tombe que sur un chacham, gibor, ashir ve'anav. Si tu n'es pas un gibor milchama, si tu ne sais pas terrasser tes ennemis, la shrina, elle descend pas. Il faut être capable de prendre l'arme et de terrasser ton ennemi. Maintenant qu'on a compris Roukat, alors maintenant on peut comprendre Balak. On en est où là? Non, ça va. La parachute cette semaine, elle commence avec Balak qui a peur, qui tremble de peur. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un Israël comme ça qui attaque l'Iran sans prévenir. Nous, on connaît Israël qui se fait déchirer, qui se fait massacrer, qui réplique timidement. Et même quand il réplique timidement, on lui dit « Ah non, c'est trop fort ». Mais là, un vendredi, ça se lève, 3h du matin, on y va, on attaque. Et puis si les États-Unis ne nous avaient pas arrêtés, vous avez tous suivi l'info. On aurait continué. Lorsqu'ils nous ont envoyés sur Ashdod, les victimes que ça a fait, on était partis pour tout déchirer. Itamar Ben-Gvir a dit on va rire. Et l'Amérique nous a freinés. Balak dit mais je ne connais pas cet Israël-là. J'ai pas l'habitude. C'est là-bas qu'on a reçu cette bracha. Exactement, on va le voir. La paracha de Ram Kelavi, c'est Balak qui va la donner. C'est lui qui va la prononcer. Ram Kelavi, c'est la bénédiction de Bil'am. On va le voir. J'ai pas l'habitude de ce genre de monstruosité. Évidemment, on est passé pour les monstres maintenant. Balak, et là on va vraiment rentrer dans le sujet du cours de ce soir, il va donc demander conseil à Bil'am. Bon. Pourquoi il demande conseil à Bil'am? Là encore, on va peut-être apprendre des choses, j'espère pas trop choquées. C'est pour ça que c'est très important de mettre toujours les références. Et Midrashim dit qu'il va faire appel à un sorcier. À un sorcier. Alors, je vais poser une question très simple. Est-ce que la sorcellerie existe dans le judaïsme? À votre avis? Oui, bien sûr. Oui. Tout le monde dit oui. C'est bien, c'est enregistré. Il ne faudra pas me dire que j'invente. Donc tout le monde pense que la sorcellerie existe. Non? Pas d'accord. C'est rambamiste. Existait. Ah, Chazak. Donc, Il a fait mieux. Exister. Existait, oui. On va lire. Rambam, Ilchot Avodazara. Perek 11, pour ceux qui voudront la référence. Vedvarim haelu kulan divrei sheker vechazav hem. Rambam, hein, on parle peut-être du plus grand possèque de tous les temps. Non, la sorcellerie, ça n'existe pas. Attendez, ne vous inquiétez pas. Jamais, jamais, jamais. On va le lire. Jamais existé. Ni avant, ni maintenant, ni demain. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ah, on va lire. T'inquiète. Vehem, tu vois. שהתהו בהם עובדי כוכבים ומזלות הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם. Charlatanisme. Poudre aux yeux. Achizat enaim. Pour devenir des gourous, tout simplement. Ah, tu vas voir. Les gens avaient peur. Il y avait des méthodes techniques aujourd'hui, technologiques, ce que sont capables de faire les magiciens. David Copperfield ou autres. Les gens étaient très bêtes. Oh là là, mais c'est fou. J'ai très peur. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו.
Qu'est-ce que Israël a à voir avec ces bêtises? Velo la lot à la lèvre. Chez Toilet Bahem. Ne va même pas t'imaginer que ça marche. Ça marche pas. Du tout. Chez Neymar, et c'est notre paracha, Kilona Hashbe Yaakov, ou Elo Kaesem Be Israël. Pas de magie chez nous. Pas de sorcellerie, ça marche pas. Il a dit sur nous. Non, non, il a dit Baklali. Kulam divrei sheker vechazav. Il n'y a pas. ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן. Eux, les idiots comme il va les appeler, il va leur dire, eux ils croient avant ces bêtises. Mais nous, on est rationnels. Je sais, ça choque. Hein. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Pourquoi il y a eu Quand on va Gemara en bas, ils sont- Comment? Ah là là. Rambam il a lu la Gemara. T'inquiète pas. Pourquoi il y a eu pas mal d'annulés? Je vais lire. T'inquiète. Je continue. Kol ha'ma'amin bedvarim ha'elu, tout celui qui croit en ces bêtises, enfin ces choses-là, v'kayotze ba'hem, ou mechashev belibo shem emet, et qui puisse penser qu'il puisse avoir une certaine vérité dans la sorcellerie, vedvar chokhma, et quelque chose peut-être de logique, de cartésien. Aval la Torah asartam, mais la Torah l'a interdit. Il y en a qui puissent se dire non, ça existe, mais la Torah nous l'a interdit. Il y en a qui pensent comme ça. Qu'est-ce que dit le Rambam? Bon, je vais pas être méchant avec personne, hein. Enam ela min hasiklim ou michasre ada'at. C'est les abrutis. Je ne vise personne. Je dis juste ce que dit le Rambam. Qu'est-ce que tu fais avec Mechashefa dans tes chayim? Il dit, justement, il explique. C'est la suite. Bon, après, il va dire quelque chose qui n'est politiquement pas correct, donc je le dis pas. Et celui qui voudra le lire, il le lira. Écoute bien, ça répond à ta question. Umi plaisait amra Torah. C'est pour ça que la Torah, elle met en garde. C'est pas parce que ça marche, c'est parce que c'est des shtuyot. Arrête t'asek be shtuyot. Tamim tiye im Hashem Elokecha. L'essentiel, c'est que tu sois intègre. Alors là, il va y avoir les réseaux sociaux qui vont s'enflammer. Je vais recevoir des messages demain, mais j'ai l'habitude. Mais comment? Mais la Gemara, mais le harizage, ça, on parle de la sorcellerie, que ça marche, etc. Alors, c'est l'avis du Rambam. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent y croire, le Ramban, c'est pour ça que c'est très important de donner les références, lui, il dit si, ça existe. Ça marche pas aussi bien que vous nous le faire croire, mais ça existe. C'est l'avis du Ramban, qui n'est pas n'importe qui non plus, bien évidemment. Donc, je ne suis incapable de vous dire aujourd'hui si ça existe ou pas. Parce que contredire le Rambam, c'est impossible. Contredire le Ramban, c'est impossible. Donc, d'après vous, ça existe ou pas? Je vous pose la question. Toi, tu dis que non. Il y a une différence entre des pratiques de sorcellerie qui sont attestées dans le monde entier depuis la nuit des temps et puis une efficacité réelle dans le matériel. Mais il y a une réalité psychologique qui donc c'est quoi la question? Ça existe les pratiques, oui. Est-ce que les résultats sont efficaces? Non. Par contre, il y a une action sur le. Top. Il est connu que Rachid, il dit qu'en 1200, il a annulé tout ce qui est. Les Shedim. D'accord, on ne parle pas de sorcellerie, on parle des Shedim. Autre chose. Je vais vous répondre. Qu'est-ce que j'ai fait l'histoire des sorcières qui ont été tuées? Encore une fois, parce que c'est des ch'touillottes. Mais non. Encore une fois, c'est pour ça que je savais que j'allais être bombardé. Donc j'ai dit, je vais amener le Rambam, comme ça je suis tranquille. Posez-lui la question. Et si on fait, pour répondre à la question, le tour des Chachamim de cette paracha, en tous les cas, que la sorcellerie existe ou pas, tous les Chachamim sont d'accord de dire, s'accordent à dire, que Bilaam, au final, c'est un charlatan. Quand bien même la sorcellerie existerait, Bilaam, c'est un charlatan. Pourquoi, nous disent les Chachamim? Il n'avait absolument aucun pouvoir. Il avait une force analytique, astrologie, vous appelez ça comme vous voulez, qui lui permettait de savoir quel business va fonctionner, quel business ne va pas fonctionner. Non. Encore une fois, on parle de Kishouf. On ne parle pas de Névoa. Névoa, c'est autre chose. Psychologue. Oh. Il avait cette capacité de savoir ce qui va se passer.
Et une fois qu'il avait cette science, lorsque quelqu'un venait, par exemple, il avait vu que l'entreprise allait s'effondrer, il dit, tu sais, ton entreprise va pas marcher. Et l'entreprise ne marchait pas. Oui. Et les gens disaient, oulala, oulala là là. Mais il m'a maudit. Non, il n'a fait que lire le journal de demain que tu n'as pas encore reçu. C'est tout. Et donc du coup, tu sais, j'étais capable de te maudire, je peux aller beaucoup plus loin. Hein. Tu as intérêt à... D'ailleurs, il y a un panier là pour celui qui voudra, en fin de... Il y a 10% pour la SINA, ça veut dire qu'il y a 90% pour moi. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. C'est pour ça que, dans cette paracha, ça va être mis au grand jour, que, malgré toute sa réputation, il va dire, je t'avoue qu'en réalité, je peux rien faire. Voilà, j'avoue, j'ai roulé tout le monde. Oui, je sais des choses, mais je ne peux pas changer les choses. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. On revient maintenant à la question que j'ai posée. La sorcellerie, ça existe ou ça n'existe pas? Et je réponds maintenant. On s'en fiche complètement. Mais alors, complètement. Il y a des sorciers ce soir? Il n'y a pas de sorciers ce soir. Vous êtes en contact avec des sorciers, des sorcières? La Torah, ce n'est pas un livre d'information. C'est un livre qui doit me permettre de me transcender, de changer ma vie. Lorsque je lis quelque chose, je ne suis plus le même 2 minutes avant, 3 minutes après. J'ai changé ma vie. Or, la sorcellerie, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ça ne changera en rien mon mariage, mon business, l'éducation de mes enfants. Ça va rien changer à tout ça. Donc ça ne me concerne pas. Et si ça ne me concerne pas, c'est pas de la Torah. La Torah, ça me concerne. C'est pour ça que le Ramban, Nachmanide, ceux qui lisent la lettre qu'il a écrite à son fils, il lui dit, quand tu finis d'étudier, vérifie. Va voir si tu peux appliquer ce que tu viens d'étudier. Parce que si c'est juste pour étudier, c'est très intéressant. Pareil qu'en faisant Hocus Pocus, on arrive à des choses, ça va changer quelque chose à ta vie. Alors c'est pas la Torah. La Torah, c'est là pour dire que lorsque j'ai fermé le livre, je suis plus le même mari, je suis plus le même employé, je suis plus le même patron. Sinon, ça sert à rien. Alors maintenant, on va expliquer quel est ce Bilham rationnel qui n'utilise pas de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il représente? Le Rambam, il a très très bien conclu cette histoire de sorcellerie. Tamim tiye im Hashem Elokecha. L'essentiel, c'est d'être intègre. Quand quelqu'un est intègre, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui n'est pas infidèle, quelqu'un d'intègre, pas forcément quelqu'un qui a fini le chasse, quelqu'un d'intègre, je peux vous le garantir, la Torah nous le certifie. Et même si la Torah ne nous le certifie pas, c'est évident qu'aucun mauvais sort et aucune sorcellerie, j'ai rien à me reprocher. Tu peux me faire tous les haïns que tu veux, les chaudrons, mettre des chauves-souris. Je n'ai rien à me reprocher. Donc tu ne pourras pas m'atteindre. C'est pas possible. Je suis 100% dans ce que je fais. Je ne vole personne. Je ne triche personne. C'est ça un tzaddik. Quelqu'un qui a le tzedek avec lui. Quelqu'un d'intègre. Et c'est là où Bilham va être très fort. Et c'est là où Bilham va avoir une conséquence directe sur notre vie. Parce qu'il va mettre le point sur notre intégrité, sur notre cohérence ou notre incohérence. Et là, Bilham est très dangereux. Parce que son discours, sa langue de vipère, elle va avoir de terribles conséquences pour celui qui y croit. Parce qu'il va toucher à l'essence même de ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on est? On est Am Israël. Am Kelavi. On est un peuple. Qu'est-ce qu'il est, lui, Bilham? Nous dit la Gemara. Il est Belo Am. Il est sans peuple. Il est individualiste. Il ne croit pas en la nation. C'est un gauchiste, d'extrême gauche, wokiste. Hein? Je ne vais pas donner de nom, on est enregistré, mais il y en a beaucoup à la télé. Regardez France 2, France Inter, vous allez voir. Il y en a plein. C'est ça, Bilham.
Et c'est là où il peut nous faire très très mal. Parce que on va faire du Bil'am ce soir. On va se rendre compte que eh ben, il n'a pas si d'or que ça, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait, Bil'am? La paracha va nous dire qu'il va essayer d'attaquer un endroit, puis un autre. Il va bouger sans arrêt. Il va dire, attends, je vais essayer là, puis je vais essayer à une extrémité du peuple. Il va essayer de maudire à une extrémité du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire maudire? C'est-à-dire qu'il va essayer d'influencer. Il va essayer de faire tomber les murailles de la nation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que tous ces idéologues gauchistes répètent. Il va regarder le point de détail. Vous dites que vous êtes un peuple. Vous dites que vous êtes une nation. Vous avez vu le dimanche matin dans les bouchons à Tel Aviv comment ça s'engueule? Vous avez vu les manifestations à Kaplan? Qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui fait de vous un peuple? Vous n'avez pas la même couleur de peau. Vous avez déjà vu la différence entre un Ashkenaz et un Thémani? Vous parlez même pas tous la même langue. Ah, mais on a un même idéal. Ah bon? Je suis pas sûr depuis 2 ans qu'on a le même idéal. Il y en a qui veulent une dictature judiciaire, où ce sont quelques juges suprêmement intelligents, beaucoup plus que vous et moi, qui vont décider pour nous, ce qu'on appelle le bagatz. Il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Très bien. Il y en a qui veulent une démocratie laïque. Il y en a qui veulent une théocratie religieuse. Tu fais pas Shabbat, peine de mort. Il y en a. Hein, je rencontre des gens extraordinaires tous les jours. Ça existe aussi. Alors vous n'avez même pas le même idéal politique. Bon, vous avez le même idéal religieux peut-être? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui sont pro-Torah. Il y en a qui sont anti-Torah. Alors arrêtez votre cinéma. Ça n'existe pas, le peuple juif. D'ailleurs, Shlomo Sand, marchement, mais il a fait un livre. Ça n'existe pas, le peuple juif. C'est des khazars, c'est des... On sait pas, c'est bon. C'est des sionistes, voilà. Ils ont venu, ils ont fait, ils ont dit, allez, on va se... Bil'am, une fois qu'il a réussi à persuader les gens qu'en réalité, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on a en commun? Là, il va rentrer le poison. Il va dire, mais vous n'avez rien en commun. Vous vous supportez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Ouvrez les chaînes de télé israéliennes, vous allez voir. Vous vous détestez. Ashkenaz, Sepharad, Haredi, Dati. Quel peuple? Quelle nation? Alors les gens vont commencer à se dire, mais oui, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec l'autre gaucho, avec l'autre d'extrême droite, avec l'autre colon? Elle va dire, bah alors pourquoi on est ici? C'est là, Bil'am, où il va être très fort. Il va dire, vous n'avez été réunis ici, là, tous ensemble, la populace, que pour servir les intérêts de Moshe, de Bibi. C'est tout. Ça leur permet de s'en mettre plein les poches. Ils en ont rien à faire de vous. Là, c'est un discours qui paraît un peu plus crédible, hein, tout d'un coup. Et bien, il y en a beaucoup parmi nous qui vont se laisser tenter. Hop. Eh oui. Parce que, concrètement, c'est bien de parler de Va'afta l'eracha kamocha, mais le voisin d'en face, quand il paye pas le VAD, ben voilà quoi. Ou quand il laisse ses poubelles à l'entrée. Qui comme toi, c'est ça. Hein? Qui comme toi, c'est ça. Ah oui, surtout moi. Je veux dire... D'où il sort Bil'am? C'est très intéressant. Comment il arrive à cette idéologie communiste, wokiste? Parce qu'il a eu un très très bon professeur. Le Zohar nous dit, je vais vous donner la référence, pour moi c'est très important. C'est le Zohar à Kadosh dans Vaishlach, parachat de Vaishlach. Ah non, pas loin. Non, c'est un descendant ou le petit-fils ou Lavan lui-même. Lavan, le blanc. Comment est-ce qu'on obtient le blanc? Qui c'est qui peint ici? Non. C'est un mélange de toutes les couleurs.
Quand vous mélangez toutes les couleurs de l'aquarelle, non, pas de l'aquarelle, quand vous mélangez toutes les couleurs, non, vous arrivez au blanc. C'est la disparition des couleurs. Vérifiez. C'est comme ça qu'on arrive à faire du blanc. La vanne, on supprime les identités. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de frontières. Il n'y a aucune différence entre un migrant et un Français. L'aide sociale, il est pour tout le monde, on est généreux. Il n'y a pas. C'est fasciste de penser qu'il peut y avoir des frontières, une nation, une patrie. Le patriarcat, quelle horreur, pas du tout. Il n'y a pas ni d'hommes, ni de femmes, il n'y a pas. Il y a des êtres vivants. Il n'y a même pas de différence, bientôt on va en arriver là, entre l'homme et l'animal. Et alors, il veut épouser son chien. Il épouse son chien. Ça va, on va y arriver. On va finir par y arriver. Déjà, les robots. La question, c'est comment on peut en arriver à un tel niveau de perte de valeur. Et là, c'est très, très intéressant. C'est tellement actuel. C'est qui la vanne? La vanne, Bethuel, Aram, Terach. La vanne, c'est quelqu'un de chez nous. C'est le cousin, c'est le neveu, c'est la famille. Si on veut. N'exagérons rien. La vanne, il vient de chez nous, c'est un Shémite. Il est Shémite, la vanne. Comment un Shémite peut avoir ce discours? C'est très simple. Quand Avraham Avinu il commence sa carrière, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se trouve? Et fort? Haran. Ils habitaient tous à Haran, ils habitaient tous à Ur-Kasdim. Et de Ur-Kasdim et de Haran, ils ont été envoyés, on lui a dit va en Israël. Pourquoi ça s'appelle Haran? Pourquoi ça s'appelle Ur-Kasdim? Ça veut dire quoi Ur-Kasdim? Le four crématoire. Ur, c'est un four. Ur-Kasdim. Haran, Rashi nous dit dans fin de Parasha Noach, Haran Af, la colère d'Akadosh Baruch Hu, s'est acharnée sur cette région. Par qui? Par qui? Quand Avraham arrive en Israël, qu'est-ce qu'il voit? Ve'a Kenaani, Az Ba'aretz. Le Knaanéen avait génocidé la famille de Shem. Les Cananéens, c'était les nazis de l'époque. Quand Noach il sort de l'arche, le monde connu est divisé en trois, Shem, Ham et Yafet. Ham, il reçoit le continent africain, Yafet, il reçoit l'Europe, qui n'était pas encore très développée à l'époque, et Shem, il reçoit le Moyen-Orient. Qu'est-ce que Canaan vient faire, qui est le petit-fils de Ham, qu'est-ce qu'il vient faire en Israël? C'est pas du tout son territoire. La Torah vous nous enseignez que les Knaanaïm ont génocidé la famille de Shem. Lorsqu'on vous parle de Terach et de Avraham, on parle des rescapés de la Shoah à Haran. C'est le nazisme, Knaan. Vous savez comment on le sait? Ça, c'est un cours du Rav Chaim Dinovitch, il y a 10 ans. Dans Chazan Ovadia, la prophétie de Ovadia. Ovadia, c'était un prophète non juif. D'accord? Il fait partie de la Bible juive. Ovadia est un prophète non juif qui a prophétisé jusqu'à pratiquement la venue du Mashiach. Non juif, Ovadia. Oui. Et il va prophétiser l'exil après Édom. Il va dire que le pays d'Israël va être divisé en deux catégories. Ceux qui habitaient à Jérusalem vont être envoyés en Sfarad. D'accord? Et tous les autres du pays, donc on parle des notables, on parle des nobles. Ceux qui habitaient Jérusalem, c'était les nobles. Vont être envoyés en Sfarad, ce qu'on appelle les Sfaradim, en Espagne. D'ailleurs, Rachid va écrire là-bas Espamia. Et l'autre population va être envoyée en Tsarfat. C'est écrit Tsarfat dans la Torah. Il n'y a pas beaucoup le savent. C'est écrit Tsarfat, France. En Tsarfat et en Knaan. Envoyé en Knaan. C'est où Knaan? Non, on a dit déjà la France. C'est l'Allemagne. Vous savez comment on le sait? Le livre de Devarim, quand on va y arriver, on va nous parler des Knaanim qui donnaient des appellations aux régions. Voilà, cet endroit il l'appelait comme ça, cet endroit il l'appelait comme ça. Et on va nous dire que les Tsidonim c'est un groupe de Cananéens,
vont appeler le Hermon. Vous savez ce que c'est le Hermon, la montagne nuageuse. Ils vont l'appeler, la Torah elle le dit, hein, Snir. On l'appelait Snir. Ok. Merci, bon bah je savais pas. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'il l'appelle Sni, qu'il l'appelle Hugo Boss, je m'en fous. Rachi sur place, il nous dit, vous savez pourquoi les Knaanaïm ont appelé la montagne du Hermon Snir? C'est Rachi. Hein. Et bien parce que Sni, en allemand, ça veut dire neige. Vous parlez allemand? Vous avez la réponse directe. Knaan, c'est notre plus vieil ennemi et notre dernier. C'est le nazisme. Qu'est-ce que c'est le nazisme? C'est quoi Hitler? C'est l'extrême nationalisme. Ah ben on devrait être content. Nous on est très nationaux. Et non, ça c'est leur Esav. C'est le nationaliste qui ne veut que sa nation. C'est-à-dire que j'utilise ce patriotisme, mais pour détruire les autres. Pas pour le bien des autres. Je ne reconnais que la race aryenne. Ça, c'est le nazisme. Cette monstruosité qui va provoquer les guerres mondiales qu'on connaît et les millions de morts, la nature a horreur du vide. Un extrême, va emmener un autre. La vanne qui voit devant lui ce rescapé de la Shoah, ce petit rescapé de la Shoah, plutôt Pétouel, on va dire, ou plutôt Aram, si déjà. C'est Aram qui a enseigné après cette idéologie à ses enfants. Il va dire, j'ai vu le défaut, la monstruosité du nationalisme. Eh bien, dans ma famille, on sera anti-nationaliste. Et voilà comment est arrivé la vanne. Et de la vanne est arrivé Bil'am. C'est exactement ce qu'on a vécu en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur un plateau télé, vous parlez de patriarcat, de valeurs de la famille, on vous traite de facho, de nazi. Non, stop. Les structures mentales, on n'en veut plus, nous. On est libre maintenant. Ils sont tous taxés de nazis. Éric Zemmour, il est taxé de nazi. Le juif. Éric Zemmour est taxé de nazi. C'est très cohérent, mais parce que tout ce qui nous ramène à ce cauchemar, à ce trauma de la guerre, on n'en veut plus. Maintenant, on accepte tout le monde. Lui, il était anti-noir, anti-non, tout le monde. On est pro-tout. En réalité, on combat aujourd'hui le wokisme et le gauchisme, etc. Mais il y a aussi, si on peut essayer de comprendre, il y a un véritable traumatisme. C'est terrible ce qui s'est passé. Les gens ne veulent plus entendre parler du mot nation. Quand quelqu'un se lève et dit « Moi, je suis fier de ma patrie », il dit « Ah, ça me rappelle un petit moustachu, ça. » Mais c'est terrible. C'est pas parce qu'il avait 2 yeux et un nez que moi j'ai 2 yeux et un nez, je suis forcément le même. C'est ridicule. C'est pas mauvais d'être patriote, c'est pas négatif d'être nationaliste. C'est très bien. Oui, mais on a vu ce que ça a amené. C'est de ça que se nourrit les idéologies d'aujourd'hui. C'est ça la vanne. C'est ça Bil'am. Et on va attaquer là où ça fait mal, on va aller dans le détail. Ça veut dire qu'on vient, on leur dit, mais vous voyez bien que de manière générale, ça se passe mal. Ça se passe très mal quand même en Europe, avec certaines personnes. Ah mais non, sinon on n'aurait pas des grands acteurs, pas donné de nom, on est enregistré. Vous voyez que ça marche très très bien l'immigration. Ils ont trouvé le détail. Et de ce détail-là, comme Bil'am, il va attaquer le K'tse vraiment l'extrémité. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous supporter. D'accord, on n'arrive pas à se... C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire. Un religieux orthodoxe avec des périodes, il se peut se promener à Tel Aviv, il va pas se recevoir un coup de poing dans la figure. Faut pas exagérer, on n'est pas en guerre civile. On n'est pas d'accord, c'est sûr. On va expliquer aussi comment est-ce qu'on va combattre l'idéologie de Bil'am. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien lui répondre? Parce que pour lui, c'est noir ou blanc. Nationaliste ou antinationaliste. Choisis ton camp. C'est pour en revenir un petit peu aussi à notre cas personnel. C'est bien de parler de collectif, c'est bien aussi de parler d'individu. Mais un homme marié qui a des enfants et qui travaille,
qui en plus de ça, on va rajouter, qui est aussi pratiquant. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire que 95, si c'est pas même 97% de son temps, cet homme, c'est un Kiddush Hashem Mehaler. Il se lève le matin, il va à la tefila. Ensuite, il va travailler, honnêtement. Hein. Ensuite, il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa femme. Cet homme-là, la quasi-majorité de son temps, il ne fait que du bien. Et il va avoir 5 minutes où il va faire une bêtise. Il va dire un mot mal élevé, il va se mettre en colère, il va regarder un truc qu'il ne faut pas regarder. Comment il va être déstabilisé, le gars? C'est Bilam. C'est voilà qui tu es. Attends, j'ai quand même une grande majorité de mon temps où j'essaye de faire le bien autour de moi. Non. T'as vu, voilà. Voilà exactement qui tu es. Dans le moment d'erreur. Bilam, c'est pareil, sauf qu'il le fait de manière collective. Il dit, vous voyez, ouais, il se bat dans la rue. Voilà, c'est ça. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous représentez. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? C'est quoi notre réponse face au bilamique? Il y a beaucoup de gens bilamiques chez nous qui toute la journée critiquent. Ah, le pays, c'est pas ça, le gouvernement, c'est pas ça, l'économie, c'est pas ça, l'armée, c'est pas ça, rien n'est ça. Il y a toujours quelque chose. Du matin au soir, Bibi, comme s'il va à droite, il fallait qu'il aille à gauche, il fallait qu'il aille... Il y a toujours un problème. C'est des gens qui, sans arrêt, passent leur temps à critiquer les détails, sans voir la globalité des choses. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Israël Hay. C'est quoi notre réponse à Bilham? Qu'est-ce qu'on dit alors? Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on peut aussi bien vivre ensemble que parfois se détester? C'est quoi là la réponse? Comment c'est possible? Je vais dire quelque chose. Nos kidnappés actuellement. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire quand même. Vous pouvez être sûr que Dieu les garde et qu'ils reviennent tous, amen, en bonne santé. Mais que s'ils étaient libérés, enfin s'ils n'avaient pas été kidnappés, on est tous d'accord qu'ils seraient en train de manifester à Kaplan. Il y en a un des Chayalim qui a dit « Ah non, mais c'est des kaplanistes. Moi, je ne vais pas risquer ma vie pour un kaplaniste. » Il y en a un qui a déjà réagi comme ça chez nous. Il y a un homme politique d'extrême droite qui a dit « Non, c'est des kaplanistes, ils ont qu'à mourir. Rien à faire. » Il y en a un qui a déjà réagi comme ça chez nous. Alors qu'on sait pertinemment que si ils étaient à la place de ceux qui sont à Kaplan, ils seraient les premiers à nous critiquer. Je m'en fous. Je vais risquer ma vie et on a perdu encore 5 soldats hier. Shem et Krom Damam. Mais comment c'est possible? Comment ça marche? Bilham, ça le rend fou. Vous êtes complètement fou. C'est un mot. C'est un mot qui nous caractérise, qui fait toute la différence avec toutes les nations du monde. Nous sommes un peuple, vous savez pourquoi nous sommes un peuple? Parce qu'à l'origine, nous sommes une famille. On vient tous de la même famille. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va bénir Abraham, il va lui dire Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Une nation, ça doit commencer par une famille. Pourquoi? Parce que quand on est une famille, mon frère est un idiot. Mais c'est mon frère. Ma soeur, elle se comporte mal. Ça reste ma soeur. Ça veut dire que la famille, elle permet quelque chose d'invraisemblable. Elle permet un lien qui va au-delà de toutes nos contradictions. Peu importe la situation. Oui, on est fâché, mais si tu as besoin de moi, tu sais que tu peux compter sur moi. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Bilham ne supporte pas Israël. Parce que lui, il est seul, profondément seul. Il est tellement seul qu'il est avec son âne. Et il comprendra qu'il voit. Son ânesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas rentrer dans les... C'est horrible. Seul. Tellement seul que quand les magiciens viennent le voir, il va leur dire, vous pouvez rester cette nuit? Ça me manque. Je vais voir du monde. Restez. À chaque fois, il leur dit de rester. Pourquoi rester? Je vais écouter ce que Dieu a à me dire et je vous dirai demain. Restez. La solitude, c'est horrible. Pourquoi Bilham est seul? Pourquoi il ne veut pas fonder une famille?
Parce que c'est quoi la première condition pour fonder une famille? Oui, c'est le mariage. Et c'est quoi le mariage? C'est Aezer Kenegdo. C'est la confrontation des idées pour notre bien. Badaï. Mais ça, Bilham, les Midrashim nous disent qu'il avait qu'un œil, qu'il était borgne. Il n'a qu'un seul point de vue. Non, j'ai pas envie d'écouter ce que tu as à dire. Moi, j'ai raison. Je sais que moi, j'ai raison. Bilham, il ne peut pas supporter la confrontation d'une épouse. Ça démarre de là. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être marié, il ne peut pas supporter l'idée d'une nation. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est triste, mais que tous ces idéologues de gauche, généralement, soit ils ne sont pas mariés, soit ils sont divorcés, ils ont un problème. Il n'y a pas de shlom baït. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'autre ait son mot à dire. Je ne dis pas qu'il est tort, qu'il a raison, mais qu'il ait son mot à dire. C'est insupportable pour Bilham. Je vous rassure, ça existe. Dans le religieux comme dans le non-religieux. Le fanatisme des idées. Celui qui dit non, moi, l'État, je le vois de cette manière-là et pas autrement. C'est du fanatisme. Mais de dire, là je vais me faire des copains, mon rabbi a raison et personne d'autre, bah c'est du fanatisme religieux. C'est pareil. Voilà. Il y a des pierres à l'entrée pour celui qui veut. Il n'y a pas, c'est pas juif comme façon de voir. Voilà, la synagogue elle est remplie de livres de Gemara, où tel Rav dit une chose, l'autre Rav dit une autre chose, et puis on complète, puis on réfléchit, puis on voit, puis on arrive à la halakha. Ah, c'est bien ce que tu dis. Alors c'est vrai que finalement on finit par trancher la halakha. C'est très juste. Quand on tranche la halakha, ça veut dire que l'autre a tort? Non, il a accepté. Tu lui as ouvert les yeux. Ça veut dire que celui qui donne son avis, c'est celui qui représente plus la génération. La halakha, elle est comme Beth Hillel, mais un jour viendra où ça sera comme Beth Shammai. La halakha, ça veut pas dire j'ai raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce qui est acceptable pour le peuple. Ça veut pas dire que tu as tort. Ça veut dire que c'est ce que le peuple peut accepter. Demain, le peuple accepte plus ce que je dis, c'est toi qui as raison. Halakha du mot alicha, la marche. Ok, tu penses comme ça, je pense comme ça, mais il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on marche. Alors aujourd'hui, il vaut mieux que ça soit toi qui prenne les rênes. Demain, ça sera peut-être mon avis qui sera devant. C'est ça notre réponse à Bilham. Parce que c'est vrai qu'on est tous différents. Alors Bilham dit, voilà, c'est du nazisme alors. C'est le plus fort qui gagne. Vous êtes tous différents et c'est le vainqueur qui finira par gagner. Il dit non, pas du tout. Ah, alors vous êtes tous les mêmes alors. Alors c'est du communisme, alors c'est du wokisme. Non. On n'est pas tous les mêmes. Chacun est différent. Mais chacun de nous, c'est ça le discours juif, est unique. C'est ça la conclusion du peuple juif. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Echad pas un, unique. Echad. Israël, c'est la capacité d'accepter que j'ai mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire je dois gober tout ce que tu me racontes. Non, j'ai mon Rav, assez d'être Rav. Et mon Rav, il pense très différemment du tien. Très différemment. Mais je respecte ton Rav. Tu n'as pas le droit de dire que ton avis doit s'imposer au mien. Pas du tout. J'ai mon Rav, avec mes références, avec ma cohérence, avec ce qui touche ma neshama. Toi, tu as besoin de beaucoup de simcha dans ta vie. Va à Breslev, va danser, t'en as besoin. Toi, tu as besoin de beaucoup de patriotisme dans ta vie. Va à Rav Kook. Toi, tu as besoin de beaucoup de limoud. Va à l'Itaï. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que ça me convient. Et c'est ça qui fait notre spécificité en réalité. C'est que chacun d'entre nous est unique. Amen.